Bienvenue sur IE Web TV avec un sujet aujourd'hui, c'est celui de l'inclusion. En plateau, mon invitée, bonjour Annabelle Fontaine. Bonjour. Vous êtes formatrice et consultante sur les problématiques de l'autisme. C'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui. Votre but, c'est d'aider et d'améliorer les personnes atteintes d'autisme. Alors d'abord, pour faire connaissance avec vous, quel est votre parcours et pourquoi vous êtes intéressée à l'autisme? C'est un parcours personnel, avant toute chose. Et puis, au moment où je suis devenue maman, il faut savoir que dans mes enfants, plusieurs d'entre eux sont avec autisme. Ce qui a fait aussi que j'ai doublement, on va dire, participé à rechercher des nouvelles méthodologies, outils d'accompagnement pour ces personnes, en fait. Vous aviez un besoin de formation. Est-ce que vous avez assouvi ce besoin? Oui, ça a pris 20 ans. Hein. Ouais. J'y suis encore. Je pense que je reste une fan non modérée de la connaissance et de la formation. J'avais besoin de m'ouvrir à ce que je ressentais en fait intrinsèquement au fond de moi. C'est-à-dire déjà la notion de personne qui était déjà plurale et la notion d'autisme qui était un autisme avec des S, plein de S et des autismes. Cette conscience-là m'habitait. Et du coup, après, au fur et à mesure de mes formations, ça a été de mettre en mots, en diapason, comme un chef d'orchestre en fait, d'aller gérer toutes les gammes des différentes méthodologies et puis outils qui allaient pouvoir accompagner intrinsèquement plutôt tel individu avec autisme plutôt qu'un autre. Parce que maintenant, vous offrez des services, des formations en fait pour toute personne qui s'intéresse à ce sujet. Donc c'est les familles, mais c'est aussi les encadrants. Les encadrants, les entreprises, on est bel et bien dans une démarche dit holistique en fait. Aller voir globalement qui est cette personne avec autisme et puis son unicité. Qu'est-ce qui fait d'elle intrinsèquement qui elle est dans sa fonctionnalité, ses comportements habituels, et puis ce qui fait qu'elle ne ressemble à aucun autre, soit sur le versant de la personne, soit sur le versant des troubles cognitifs, des troubles sensoriels, etc. Et à la croisée des chemins, on va trouver une boîte à outils qui va correspondre plus spécifiquement à tel type de personne, tel type d'enfant. Et donc, du coup, très individualisé, tout en étant tout le temps dans les recommandations de bonne pratique. Puisque les recommandations de bonne pratique nous amènent, en fait, à évaluer nos pratiques, à garantir une efficacité, à percevoir aussi l'individualité de chacun. Ce qu'elle ne définit pas, en fait, les recommandations de bonne pratique, c'est la notion... Elle nous pousse vers l'individualité et l'unicité. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à aujourd'hui, il y a des appuis théoriques et scientifiques qui nous permettent d'améliorer nos pratiques professionnelles pour aider les parents à mieux appréhender leurs enfants, pour aider les accompagnants du médico-social, sanitaire et social, milieu ordinaire, ou les entreprises qui souhaitent inclure des personnes avec autisme dans leurs effectifs, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ça veut dire qu'on ne s'en occupait pas, qu'on a accumulé du retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai qu'en France, on a été un peu punis par le Conseil européen un certain nombre de fois au niveau de la maltraitance des personnes avec autisme, dans le sens où du coup on était pendant longtemps pas suffisamment éveillés, formés à un ensemble de méthodes participant à l'éveil et au développement cognitif des personnes. J'irai plus loin, j'accorde énormément d'importance au développement de l'estime de soi. Et même si on va tous le chercher, qu'on soit institutionnel, parents ou entreprise, à aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin et d'offrir du développement personnel à tout type de personnes avec autisme, y compris les non-verbales.
Oui, parce que ce sont toutes ces personnes qui ne parlent pas Oui. et vous les avez aussi observées. Vous avez aussi une gamme de services à proposer. Quelles sont les observations que vous pouvez faire? Les observations, elles sont multiples. C'est qu'à aujourd'hui, on est emprunt encore à de fausses croyances. Et ces fausses croyances, entre autres, par exemple, celle qu'une personne non verbale est obligatoirement déficiente intellectuelle. Ce sont des idées reçues. L'un va pas forcément avec l'autre. On peut avoir une déficience intellectuelle associée à l'autisme. Elle n'est pas associée au fait que l'on soit non-verbal. Une personne non-verbale peut avoir des moyens alternatifs de communication via par exemple des outils, tablettes numériques, etc. Accéder à la lecture, l'écriture comptée, accéder à la grammaire française pour pouvoir s'exprimer de la même manière, hein, avoir sa propre image de soi, chercher à faire du développement personnel et professionnel pour soi-même, s'inclure en entreprise alors qu'on a une carte d'invalidité à 80%. C'est totalement méconnu. En fait, vous avez aussi un projet, c'est l'école des solutions. Vous allez nous en parler. En quoi ça consiste? L'école des solutions, déjà, c'est une invitation à percevoir les gens qui vivent différemment de nous, autrement. Et rien que ça, conceptuellement, en fait, quand on croise mon chemin, c'est quelque chose sur lequel j'invite. Ça va bien au-delà dans le sens où aujourd'hui, ce que je souhaiterais offrir à l'échelle nationale et peut-être bien plus dans le futur, c'est un réseau de personnes qui s'engagent à accompagner ce public dans la bienveillance. Alors bien sûr, soit les gens sont bienveillants en soi, mais quand on s'ouvre à cet état perceptif, on va beaucoup plus loin. Et on est à même de conseiller les professionnels sur qu'est-ce qui va permettre de stabiliser le comportement d'une personne avec autisme et être dans l'échange, le partage, la bienveillance, la bientraitance. Ça va beaucoup plus loin et on va pouvoir mesurer l'efficacité de ce que l'on produit dans notre accompagnement. Et si je veux aller au-delà, c'est le souhait de créer un label pour pouvoir créer cette garantie. Un réseau, c'est un premier pas. Soit certifié. Oui. Le réseau, c'est le premier pas parce que du coup, c'est permettre de mettre en réseau le grand public avec ces professionnels qui offrent ce service, qu'ils soient établissements médico-sociaux, sanitaires et sociaux, que ce soit des libéraux, que ce soit des entreprises. Voilà. À aujourd'hui, l'offre et la demande doivent pouvoir se rencontrer parce que c'est trop difficile quand on est avec autisme ou parents d'enfants avec autisme de ne pas savoir qu'à 10 km de chez soi, en fait, une solution existe. Voilà. Et la labellisation, tout simplement parce qu'on a absolument besoin de garanties. On a besoin d'être en totale sécurité quand on a des enfants et qu'on souhaite le meilleur pour eux ou pour soi-même. Oui, évidemment. Un label. C'est un beau challenge qu'on vous souhaite de réussir. Merci beaucoup, Annabelle Fontaine, d'avoir été avec nous. Au revoir.